Bonjour, je m'appelle Jocelyn Séville et je suis médecin sexologue sur la polyclinique. Alors pourquoi vous parlez de sexualité et de PMA? Simplement parce qu'on observe dans les études qu'il y a souvent lors d'une première consultation déjà des difficultés à la sexualité ou à moindre mesure déjà des modifications dans la sexualité lors d'une première consultation PMA. Et on sait aussi qu'un parcours PMA peut modifier la sexualité et peut provoquer des difficultés. On se rend compte aussi qu'une PMA réussie n'est pas forcément le gage d'une récupération de difficultés qu'il y aurait pu y avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on réussit une PMA que la sexualité redevient satisfaisante par ailleurs. Donc ce qui est important aussi, c'est que le bien-être sexuel fait partie des facteurs qu'on sait comme être des éléments positifs pour l'accueil d'un bébé. Donc la sexualité de manière générale est quelque chose d'important et qui peut être perturbé par la PMA. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de vous donner quelques informations, des pistes de réflexion pour éventuellement essayer d'éviter quelques pièges qui pourraient se profiler sur un parcours d'aide médicale à la procréation. Alors causes de conséquences, on a dans quelques cas des situations où des difficultés sexuelles vont être les causes de difficultés à avoir un bébé, notamment des problèmes d'érection importants, des problèmes d'éjaculation, c'est-à-dire des hommes qui n'arrivent pas à éjaculer. On a également des éjaculations antéportates, c'est-à-dire des gens qui éjaculent avant la pénétration, donc où le sperme n'est pas du coup extérieur. Et puis tout ce qui est vaginisme, donc des contractions involontaires des muscles du périnée qui font qu'il n'y a pas de pénétration possible. Et tout ce qui est absence de désir sexuel. Ça, c'est pas le plus souvent. Ce qu'on voit le plus souvent, par contre, c'est que dans quasiment toutes les situations d'infertilité avec des démarches d'aide médicale à la procréation, on a, de façon paradoxale, en fait, une baisse de la fréquence des rapports sexuels. Et tout ça, c'est des choses qui sont aussi en lien avec une baisse du désir sexuel et une anxiété de performance qui est importante. Ça, c'est des choses qu'on observe très, très souvent. Alors, quand on regarde un petit peu ce qui se passe chez les hommes infertiles et chez les femmes infertiles, on retrouve de façon très fréquente les notions de dépression. On retrouve des notions de troubles de l'excitation et troubles du désir. Donc, c'est-à-dire troubles de l'excitation, c'est des hommes qui ont des difficultés d'érection, des femmes qui ont des difficultés à avoir une lubrification satisfaisante. Et chez les hommes, de façon un peu plus spécifique, on retrouve une anxiété de performance qui est... l'anxiété de performance, c'est la pression de ne pas réussir à bien faire, de se mettre la pression, d'avoir l'impression d'être pas efficace. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve plus facilement chez les hommes. Et il y a des études qui font état du fait que, globalement, quand même, la qualité de vie, de manière générale, est plus altérée chez les femmes que chez les hommes. Après, c'est que des cas particuliers, mais voilà. Donc, pour vous donner quelques pistes de réflexion autour de ce qui pourrait être justement cette mécanique d'une désinsertion érotique, j'ai pris 3 points, donc ce que j'ai appelé le paradoxe de la spontanéité, le paradoxe de la dissociation entre la sexualité et la procréation, et puis tout ce qui va être des sources de clivage et d'intrusion au sein du couple. Alors par rapport au paradoxe de la spontanéité, je reviens sur un petit truc qui est hyper important. Je ne vais pas vous détailler tout le schéma, mais c'est juste avoir l'idée qu'aujourd'hui, la sexualité, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ce n'est pas un instinct chez l'être humain. Chez les mammifères, on retrouve des structures qui vont provoquer l'instinct sexuel. Et si on regarde chez l'être humain, 90% des gènes qui codent pour les structures qui vont permettre cet instinct, chez nous, ne s'expriment plus. Et les structures cérébrales qui sont impliquées dans l'instinct de reproduction et sexuelle chez les mammifères, chez nous, elles sont atrophiées, n'ont plus de connexion, donc elles ne sont plus fonctionnelles. Et ce qui est le plus important au niveau neurologique, ce qui va être impliqué dans notre sexualité en tant qu'être humain, c'est les centres de la récompense, donc ça veut dire comment on va apprendre la sexualité, donc les apprentissages. Et 2, c'est tout le cortex, notamment le cortex frontal, qui s'occupe de notre relation à l'environnement. Donc en gros, notre sexualité, elle est influencée par les apprentissages qu'on fait et le contexte dans lequel on évolue. Et ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel et qui serait naturel et spontané, où on n'aurait pas besoin d'apprendre. Donc ça, c'est un point hyper important, c'est que la sexualité nécessite des apprentissages. Et ce qui se passe aussi, c'est que donc on a quand même des héritages en tant que mammifères. Donc notre sexualité nécessite des apprentissages, mais elle est quand même soumise à 2 réflexes notamment. Le premier réflexe, c'est la vasocongestion, c'est ce qui va provoquer l'érection chez les hommes et la lubrification chez les femmes. C'est 2 choses qui ne se provoquent pas volontairement. Ce n'est pas possible d'avoir une érection juste par la volonté. Donc ce sont des réflexes. Et l'éjaculation et le spasme au niveau du périnée chez la femme lors d'un orgasme, c'est également un réflexe. Donc en fait, on est dans un truc où c'est pas naturel, ça s'apprend, mais il y a quand même des réflexes qu'il faut apprendre à pouvoir manager. Ce qui se passe dans une démarche de PMA, c'est que finalement, pour la plupart des gens, on pense que le sexe est naturel, donc finalement, on ne fait pas d'apprentissage spécifique par rapport à la sexualité, on est en pilote automatique, et un jour, on nous dit « il faut avoir du sexe ». Et du coup, on se confronte au fait que ce n'est pas si simple que ça, que de provoquer une érection quand il faut, de provoquer une lubrification quand il faut.
Ce qui peut donner pour beaucoup des sensations de perte de contrôle. C'est le paradoxe de la spontanéité, c'est si je vous dis d'être spontané, est-ce que c'est possible d'être encore spontané si je vous demande d'être spontané? Vous voyez le truc? Et du coup, ce que ça entraîne, c'est qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on n'arrive pas à provoquer quelque chose comme on veut, d'abord on peut avoir des difficultés, on peut avoir la sensation de perdre le contrôle, de se mettre encore plus la pression et de perdre plaisir à la sexualité. Ça, c'est un autre truc hyper important, c'est que le plaisir est le socle du désir. Et si on commence à cogiter, à plus prendre plaisir à ce qui se passe, du coup, on a une perte du désir et on voit des rapports qui sont de moins en moins fréquents, donc d'où une baisse de la fréquence des rapports sexuels. Un autre truc, c'est que la contraception peut donner aussi une illusion de conception à volonté, donc de contrôle. C'est-à-dire qu'on se dit on ne veut pas de bébé, on prend une contraception, on en veut, on arrête. C'est pas aussi simple que ça. Et du coup, dans le cas d'une infertilité, on peut se retrouver avec quelque chose où on a l'impression qu'on perd le contrôle de ce qui se passe. D'autant plus si on va demander à un tiers extérieur de venir nous aider, on donne une partie du contrôle à ces personnes-là. Donc du coup, on est encore plus dans une sensation de perte de contrôle. Le fait en plus d'avoir des injonctions de programmation des rapports à des moments donnés aussi peut provoquer une sensation de perte de contrôle. D'un point de vue, c'est un peu plus psychologique, la notion de perte de contrôle est ce qui est la base du psychotraumatisme. Ce qui fait qu'on peut être traumatisé psychiquement, c'est le fait de perdre le contrôle. Ce n'est pas forcément des événements qui vont être mortellement graves, mais où à un moment donné, on perd le contrôle. Donc ça peut aussi modifier des choses dans la façon d'appréhender sa propre vie, d'appréhender l'autre. Et dans les tentatives de reprise de contrôle, ce qu'on observe souvent dans les cadres de PMA, c'est des gens qui vont investir d'autres champs que la sexualité, plus de travail, plus de sport. Donc c'est autant de champs dans lesquels ils vont prendre du temps et où il y aura de moins en moins de temps pour la vie de couple, pour la séduction, pour la vie sexuelle. Et donc du coup, ça aussi, ce sont des choses qui vont entraîner une baisse de la fréquence des rapports sexuels. Un autre truc important, c'est du coup cette espèce de paradoxe de la dissociation entre la sexualité et la procréation, qui est une idée comme ça qui flotte un peu, où tout le monde est d'accord pour dire que voilà, il y a une dissociation entre les deux, sauf que là, dans une démarche pour avoir un bébé, les gens vont repenser la sexualité comme un moyen d'avoir une procréation. Surtout si en plus, on rajoute dans le cas d'une PMA l'injonction de « il faut avoir des rapports pour avoir un bébé ». Et du coup, on en arrive, dans certains cas, à une sorte de technicisation de la sexualité, c'est-à-dire qu'on passe de ce qui est du sexuel à du reproducteur. Et pour le coup, on perd parfois le sens de la sexualité en termes de plaisir, en termes de relation, en termes de jeu. Et finalement, on a des situations où les gens ont un désir de sexualité, mais sans désir sexuel, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et pour le coup, encore une fois, si on n'a pas de désir sexuel et qu'on est dans un acte un peu mécanique, un peu avec un objectif particulier, et qu'on prend plus plaisir aux sensations, à l'érotisme, pour le coup, il n'y a aucune raison d'avoir envie de recommencer. Et on est encore dans un cercle vicieux où on a une baisse de la fréquence des rapports en lien avec ce paradoxe de désir de sexualité sans désir sexuel. Pour parler un peu des clivages et des intrusions, c'est-à-dire que c'est quand même un moment particulier dans le couple où ça peut réveiller des tensions, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y en avoir un qui soit étiqueté comme celui qui est infertile et l'autre pas. Il y a des couples qui peuvent être un peu fragilisés par ça ou qui peuvent déjà être fragiles avant et ce diagnostic-là ou ce fait-là peut venir réveiller des conflits dans le couple. De la même façon, ça peut réveiller des conflits larvés où il peut y en avoir un qui est un peu moins dans la démarche, qui peut avoir un peu moins envie de l'enfant que l'autre. Et ça peut être des idées un peu magiques comme ça, de « ah oui, c'est parce que tu le désires pas assez que ça marche pas » ou moi je me sens coupable parce que je désire pas assez. Enfin, ça peut être des choses qui réveillent des tensions au sein du couple et qui peuvent venir cliver le couple. De la même façon, le corps médical va venir faire intrusion dans l'intimité du couple. La famille peut venir faire intrusion, la famille qui peut être sans arrêt en train de demander « bon, c'est pour quand ?» Et le regard social aussi, il y a des âges auxquels il faudrait avoir un enfant qui serait plus correct que d'autres. Donc c'est autant de choses qui vont venir, qui ne se posent pas forcément comme question auparavant, mais qui dans une démarche comme celle-là vont être beaucoup plus aiguës et peuvent venir fragiliser le couple pendant ces moments-là. Les stéréotypes sociaux aussi peuvent être des sources d'atteinte de l'assertivité. L'assertivité, c'est la confiance en soi, c'est-à-dire que pour certaines personnes, il peut y avoir une confusion entre ce que c'est qu'être un homme ou une femme en lien avec le fait d'être fertile. Est-ce que je suis un homme si je ne suis pas fertile? Est-ce que je suis une femme accomplie si je ne peux pas avoir d'enfant? Et donc ça peut venir fragiliser les gens, au-delà juste de la question de la sexualité, mais au sein de leur propre sentiment de solidité à l'intérieur d'eux-mêmes et de confiance en eux. Et forcément, une fois qu'on est fragilisé à l'intérieur de soi, la sexualité et la vie de couple peuvent aussi en être altérées. Donc on observe souvent des notions de culpabilité ou d'anxiété de performance, comme je disais tout à l'heure, chez les hommes.
Et puis, des fois, on se heurte à des tabous. Ça arrive assez fréquemment qu'en consultation, les gens, notamment les hommes, viennent parce qu'on leur demande de se masturber pour faire un prélèvement. Ce n'est pas forcément des sujets qui sont abordés en couple avant. Et il y a même au-delà de la PMA, en consultation, des fois, on se rend compte qu'il y a plein de couples, ils ne savent pas si leur partenaire se masturbe ou pas. Donc là, c'est un moment donné où le corps médical va faire intrusion sur des questions tabous, va poser la question, et il y a des hommes qui sont en grande difficulté pour se retrouver à se masturber, pour faire un prélèvement, alors que c'est des sujets qui n'avaient pas été élaborés, qui n'avaient pas été pensés, et qui en plus sont exposés à la vue de tous. Et de façon un peu plus métaphorique, en allant un peu plus loin, c'est des choses des fois qui peuvent donner la sensation que ça pourrait toucher des fantasmes de relations à trois ou de relations extra-conjugales avec le médecin qui vient faire intrusion. Ça peut créer des choses entre les partenaires qui ne soient pas forcément... Alors c'est pas du premier degré, mais c'est des choses qui peuvent se vivre de façon un peu plus inconsciente. Et puis un autre petit point que je trouve intéressant, c'est la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui va très vite. Pour beaucoup de choses, on est tous sans arrêt à fond les ballons. Et là, pour le coup, c'est des projets qui viennent interrompre quelque chose, on est dans l'attente, on est dans une temporalité différente. Et par rapport à la sexualité, ça met vraiment en exergue le fait que l'excitation est quelque chose qui se construit. Il ne suffit pas de claquer les doigts pour avoir une excitation qui arrive. Et dans beaucoup de cas, des gens jeunes qui sont sur pilote automatique, comme je disais tout à l'heure, sur le plan sexuel, ne se posent pas ces questions-là. Mais dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, ils ne savent plus comment faire pour créer une excitation. Comment je fais pour m'exciter moi-même? Comment je fais pour aller chercher un imaginaire, pour aller chercher de la sensualité qui va faire que je vais pouvoir construire ça? Et souvent, les gens ne faisant pas cette démarche-là sont mis à mal par le fait que ça demande du temps. Donc en conclusion, 3 points importants, du coup, voilà, de faire attention à cette espèce du mythe du naturel et de la spontanéité dans la sexualité, que le sexe, ça demande des apprentissages continus tout au long de la vie, parce qu'on vieillit, notre physiologie change, et donc ça nécessite d'apprendre sans arrêt. Que dans le cadre de l'AMP, faire attention à cette confusion sexualité-procréation qui peut porter un risque de désérotisation, donc de conserver la notion du plaisir sexuel. Il faut garder une place pour la sexualité à part entière, et pas juste comme objet de reproduction. Si ça devient qu'un objet de reproduction, ça peut vraiment mettre le couple à mal, notamment en termes de désir. Parce que le plaisir, c'est le socle essentiel du désir sexuel. Et puis de pouvoir communiquer et se centrer sur soi pour éviter d'être intrusé de tous les côtés et puis de se cliver au sein du couple, donc de garder la notion de lien au sein du couple.